Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international. Près de 3 mois de guerre acharnée contre Gaza, l'antiterroriste, et en dépit de sa suprématie militaire et aérienne, semble se débattre pour tenter de durer. Comme aucun objectif de ce qu'elle s'est fixé n'a été atteint, celle-ci essaie d'élargir son champ d'action sur toute la région. Ces tentatives ont commencé bien avant, il faut le dire, en s'en prenant aux journalistes libanais et même étrangers sur les frontières entre les deux pays. Le gouvernement sioniste va plus loin cette fois-ci et procède à l'élimination tout court du numéro 2 du Hamas, Salah Harouri, en plein quartier sud de Beyrouth, connu pour être le fief du Hezbollah. Une énième provocation. Il est clair que l'entité sioniste cherche par tous les moyens d'entraîner le Liban dans une guerre qui n'est pas la sienne et affaiblir ses rangs. Mais la question posée est pourquoi le gouvernement de l'entité sioniste veut multiplier les acteurs dans cette guerre contre Gaza. C'est ce que nous tenterons en tous les cas de comprendre ce soir avec nos invités ou les invités de l'échiquier international. Alors, comme je le disais, nous accueillons ce soir pour en parler nos deux invités avec beaucoup de plaisir. Miloud Chenoufi, professeur de relations internationales au Collège des forces canadiennes à Toronto. Vous êtes avec nous donc aujourd'hui en présentiel sur notre plateau. Monsieur Miloud Chenoufi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et bien sûr, Riyad Sidawi, à partir de Genève, vous êtes en direct également avec nous. Vous êtes le président du Centre arabe de recherche, le CARAPS. Riyad Sidawi, bonsoir. Bonsoir, je préfère le directeur. Merci d'être avec nous et bonne année. Alors, pour commencer, M. Miloud Chenoufi, oui, merci beaucoup, M. Sidawi. Alors, pour commencer, le début déjà des attaques lorsqu'il y avait donc le 7 octobre, le déluge d'Al-Aqsa, il y avait eu des réactions quand même avec le bombardement sur Gaza où on tentait de provoquer ou de faire sortir l'ours de sa tanière avec des tirs sur donc, les frontières avec le Liban. Bien sûr, on voulait dès le départ avoir une certaine réaction du Liban pour essayer de le provoquer. Ça n'a pas marché apparemment parce qu'on l'a vu, Hezbollah et même le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fait des discours où il disait que c'était la guerre de Hamas, non pas qu'il voulait lâcher Hamas, mais c'était une façon de se démarquer. Et ça n'a pas marché puisqu'on a vu avec l'attentat d'hier et l'assassinat du numéro 2. Alors que cherche l'entité sioniste? Est-ce qu'ils veulent réellement entraîner le Liban dans cette guerre? En fait, lorsqu'on envisage l'évolution du conflit, au début, les actions militaires au sud Liban avaient pour objectif non pas l'élargissement de la guerre, mais une sorte de préemption, de telle sorte que ce qui se passe à Gaza se déroule à huis clos, que le génocide se déroule à huis clos. Et donc c'était, si vous voulez, des tirs de semences. Comme nous voyons aujourd'hui que l'objectif qui consistait, un peu fantaisiste, il faut bien le dire, qui consistait à s'attendre que le Hamas se rende avec des drapeaux blancs n'est pas atteint, Israël se trouve dans une situation où le gouvernement israélien, tout particulièrement le Premier ministre Netanyahou, se trouve dans une situation où il n'a pas d'autre choix que la fuite en avant. Et la fuite en avant est justement de multiplier les provocations, avec comme ultime objectif, en fait, une réaction disproportionnée, épidermique, irréfléchie de la part de l'Iran, de la part des alliés de l'Iran au Liban comme le Hezbollah, afin que les États-Unis s'impliquent directement dans le conflit. Donc l'objectif principal actuellement, bien sûr, c'est encore une fois, c'est une fuite en avant, c'est fantaisiste et totalement irresponsable, mais c'est un peu ce que souhaitent les Israéliens, qu'il y ait cette confrontation ouverte, directe, entre les États-Unis et l'Iran, de telle sorte que Israël et le gouvernement israélien apparaissent comme faisant partie d'une sorte de guerre cosmique entre deux forces mondiales. Et cet objectif, si vous me permettez de finir là-dessus, est recherché par Israël depuis très longtemps. Depuis en fait le lendemain du 11 septembre qu'ils cherchent cette confrontation, ils ne l'ont pas
ils ne l'ont pas obtenu. C'est encore fantaisiste aujourd'hui, mais c'est un peu leur ultime objectif à l'heure actuelle. Très bien, Miliou Tchennoufi, restez donc sur cette idée parce qu'on va y revenir. Riyad Sidawi, que pensez-vous justement de ce qui vient de se passer avec l'attentat d'hier qui a coûté la vie au numéro 2 de Hamas? D'ailleurs, Hamas a eu une déclaration, elle disait que rien n'arrêtera donc la résistance, tout comme le Hezbollah a dit que cet acte ne restera pas impuni. Alors, est-ce que vous pensez que le Hezbollah pourrait riposter et si c'est le cas, de quelle manière? Ce n'est pas la première fois qu'Israël cible des militants palestiniens. Nous savons après l'opération de Munich et l'Israël a visé Septembre Noir. Donc ce n'est pas la première fois. Mais le Liban est prêt. Le Liban est prêt à la guerre. J'ai regardé attentivement le discours de M. Hassan Nasrallah depuis un peu du temps. Et il a bien expliqué à la fin, en souriant, qu'il y aura une réplique. L'assassinat de Salah al-Arouri ne passe pas sans punition. Et nous savons bien que Hassan Nasrallah a toujours tenu promesse. D'ailleurs, dès le deuxième jour, le 8 octobre, Hezbollah est entré en guerre contre Israël. Certes, ce n'est pas une guerre totale comme juillet 2006, parce que la guerre de juillet 2006, il y a eu une invasion israélienne par les chars, les Merkava, mais qu'il y a eu aussi un massacre des chars israéliens. Ça veut dire une résistance héroïque de la part de Hezbollah en utilisant les missiles Kornet russes contre les chars israéliens. Donc, nous savons bien que quand Hassan Nasrallah dit qu'on va répondre à cet acte de barbarie, évidemment, il va répondre. Mais alors comment? Nous savons bien que nous sommes face à ce que nous appelons l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, selon Mohamed Adlif, chef militaire des brigades de Asdin al-Qassem, dès le premier jour, on a diffusé un enregistrement. D'ailleurs, c'est très rare qu'il parle à la presse. Il a insisté, il a adressé son message au peuple de l'axe de la résistance, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban et le Yémen. Donc, évidemment, l'entraînement, les tactiques de Hamas ou de Saraya al-Quds, c'est très très lié à l'axe de la résistance, ou de même des brigades d'Abu Ali Mustafa qu'on néglige souvent dans les médias occidentaux, parce que c'est une formation de gauche. Il y a des chrétiens palestiniens fondés par George Habash, un chrétien palestinien. Donc les médias occidentaux veulent toujours marginaliser les brigades d'Abu Ali Mustafa, mais non, ils existent sur le terrain, ils combattent avec leurs frères palestiniens, que ce soit de Saraya al-Quds ou Kataib Asdin al-Qassem. Donc nous sommes face à l'axe de la résistance. Évidemment aussi, l'intervention du Yémen a participé à alléger la pression sur la résistance palestinienne à Gaza. La même chose de Hezbollah depuis le 8 octobre a allégé, comme je vous ai dit, la pression sur Gaza, puisque un tiers de l'armée israélienne est au nord face à Hezbollah et 2 tiers de la marine israélienne aussi face aux côtes libanaises. Très bien. Miliou Tchennoufi, il faut le dire clairement, depuis le début, on a vu que l'antiterroriste est tenté par tous les moyens d'embraser la région. Et on a vu la provocation, il y a eu l'explosion donc, en Iran aujourd'hui. Il y a eu auparavant l'assassinat d'un cadre et d'une personnalité imminente donc, iranienne. Aujourd'hui, c'est Salah al-Arouri. Donc, comment peut-on qualifier? Est-ce que vous pensez réellement que le Liban, qui a fait preuve de beaucoup de retenue jusque-là, va justement répondre à la provocation, ou pourrait-il y avoir une étincelle quelque part, puisqu'on sait que c'est un petit peu l'Iran qui est visé par ricochet, cette étincelle pourrait-elle justement connaître des développements, se transformer en flamme? Ce dont on peut être certain, c'est la réaction qui est escomptée, espérée, voulue par Israël. Absolument. C'est-à-dire une réaction, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, épidermique, irréfléchie, qui prendrait pour cible la présence américaine dans la région. Qu'il s'agisse de l'Irak, qu'il s'agisse de leur présence en Syrie ou ailleurs dans la région. C'est-à-dire une réaction qui pourrait être interprétée par les Américains comme suffisamment grave pour que les Américains interviennent. Est-ce que cette réaction-là
aura lieu, Oui. je peux en douter. J'ai le droit d'en douter parce que depuis le début du conflit, justement, chaque fois que ces provocations se sont produites, eh bien, la réaction de la part de l'Iran, du Hezbollah et ailleurs n'a pas été ce que auraient souhaité ou escompté les Israéliens. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de réaction ou de riposte. Et il y en aura, on ne peut pas savoir quand ça va se produire, quelle forme cela va prendre, mais on peut être certain qu'il y aura effectivement une réaction à cela. Donc ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'il y aura d'autres actions de la part de l'entité sioniste tant qu'il n'y a pas eu de réaction? Parce que pour l'instant, les pays voisins font vraiment preuve de beaucoup de retenue. Oui, mais alors... Ils semblent avoir compris le jeu. En fait, l'action israélienne obéit à une logique qui est à l'œuvre depuis très longtemps. On peut citer à titre d'exemple l'assassinat du général Soleimani lui-même, mais avant ça, l'attaque des réacteurs nucléaires iraniens avec le virus Stuxnet il n'y a pas si longtemps, etc. Donc que cela des cyberattaques. Et c'était la plus sérieuse parce qu'il y en a eu d'autres, mais celle-là était vraiment la plus sérieuse, la plus massive. Eh bien, on peut effectivement s'attendre à une poursuite de ce genre d'action, mais il faut insister sur un point. Ce n'est pas nécessairement un signe de force de la part d'Israël à l'heure actuelle. Le gouvernement et les plus extrémistes des ministres qui forment le gouvernement de Netanyahou cherchent à imposer une logique qui permet de poursuivre le génocide, le nettoyage ethnique, les crimes de guerre, à travers un embrasement régional dans lequel, il faut insister encore une fois, les États-Unis sont impliqués. Et je crois qu'il y a de la résistance à cela dans la région, mais il existe également une résistance assez sérieuse aux États-Unis eux-mêmes pour ne pas s'engager directement sur le terrain. Très bien. Riyad Sidawi, justement, on a vu, comme je le disais donc avec Milou Tchenoufi, que les pays voisins ont fait preuve de beaucoup de retenue jusque-là, comme s'ils avaient compris le jeu de l'entité sioniste qui, lorsqu'elle est face à l'impasse, essaye d'élargir un petit peu le ring de ses champs d'action. Et cette fois-ci, ça n'a pas vraiment marché. Mais ce qui est à relever, c'est que l'attentat a été fait à Beyrouth, c'est-à-dire ce n'est plus les frontières, c'est à Beyrouth, et en plus ça a touché le fief du Hezbollah, c'est-à-dire que toutes les lignes rouges ont été franchies. Selon vous, bien sûr, quelle serait la réaction du Hezbollah s'il devait y avoir une réaction, d'autant plus qu'on a vu que Hezbollah ne ripostait pas forcément lorsqu'il y avait des assassinats de cadres, mais que la réaction venait souvent bien plus tard. Oui, je pense qu'il va réfléchir, évidemment. C'est une réaction réfléchible, bien planifiée, parce qu'Israël, dès le premier jour, on a compris la stratégie d'Israël. C'est impliquer les États-Unis dans le conflit contre, pas uniquement Gaza, mais tout l'axe de la résistance. Ça veut dire de l'Iran à l'Irak, à la Syrie, au Yémen, jusqu'au Liban et Gaza. C'était ça la stratégie israélienne. D'ailleurs, les Américains, quand ils ont envoyé le porte-avions Ford, puis le porte-avions Eisenhower, c'était clair pour eux, c'est empêcher l'intervention militaire de Hezbollah. C'était une menace contre Hezbollah. C'était une menace contre Hezbollah, donc empêcher d'élargir le conflit dans la région. Donc c'est ça la stratégie israélienne, impliquer les États-Unis d'Amérique. Et quand on implique les États-Unis d'Amérique, ça veut dire impliquer l'OTAN, ça veut dire impliquer plusieurs pays occidentaux qui sont alliés avec les États-Unis d'Amérique dans ce conflit. Comme de cette façon, Israël pourrait régler son compte avec tous ces États, et notamment avec l'Iran. Mais le plan n'a pas marché. Saïd Hassan Nasrallah l'a bien expliqué tout à l'heure, il a dit « Nous sommes conscients qu'Israël a planifié une grande attaque contre le Liban, mais nous, on a attaqué les premiers et de cette façon, Israël n'a pas pu, si vous voulez, appliquer son plan. »
Oui, Milouch nous fait, est-ce que réellement aujourd'hui, par ce genre de frappe, d'abord, d'une part, est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à d'autres frappes similaires de l'entité sioniste dans certaines régions? Parce que déjà, ça s'est fait déjà en Syrie, au Liban, en Iran. D'ailleurs, ça n'a pas été revendiqué jusque-là, mais il y a vraiment la signature et l'auteur sont là pour dire que finalement, ça ressemble absolument à un attentat peut-être sioniste, sans vouloir faire donc... dans l'anticipation. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, justement, il va y avoir des risques que d'autres frappes puissent avoir lieu dans d'autres régions, je dirais, du globe? En fait, du point de vue strictement opérationnel, le rayon d'action d'Israël est limité. C'est-à-dire qu'une action militaire directe ne peut pas réellement aller au-delà du Liban, de la Syrie, peut-être de l'Irak, même si en Irak... oui, et puis c'est une question de capacité militaire et logistique. Au-delà d'un certain rayon, ils ne peuvent pas agir sans un soutien logistique ouvert d'une grande puissance. Une grande puissance qui dispose des moyens militaires pour cela. Cela étant dit, comme on l'a vu avec l'attentat en Iran, qui a endeuillé donc la commémoration de l'assassinat du général Soleimani, il est possible pour Israël d'agir à travers des proxys. C'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement. Et cela, on peut imaginer que cela va se poursuivre. Nous l'avons vu dans le passé avec l'assassinat des scientifiques, des savants iraniens impliqués dans le programme nucléaire. Nous l'avons vu aujourd'hui avec l'attentat où la responsabilité d'Israël est présumée assez évidente. Donc, on peut anticiper une poursuite de ce genre d'action, même si, encore une fois, l'objectif ultime n'est pas atteint. Bien sûr, ça occupe les médias. Vous lisez aujourd'hui les médias internationaux, la fixation, c'est vraiment ce qui s'est produit en Iran. Donc ça donne un certain répit de quelques heures, de quelques jours, à un gouvernement et à un chef de gouvernement israélien qui sont aux abois. Réellement, politiquement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Netanyahou a la main haute, sans minimiser les dégâts matériels et surtout sans minimiser les pertes humaines du génocide dont sont victimes les Palestiniens. Oui, Riyad Sidawi, vous êtes là? Alors, oui, bien sûr, on sait très bien que dans tout ça, il y a comme une sorte de stratégie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que frapper l'Iran pour toucher par ricochet le Liban, pardon, pour toucher par ricochet l'Iran, et bien sûr pour toucher également les Houthis au Yémen. Alors, on tente, ou l'entité sioniste tente justement d'embraser toute la sous-région pour pouvoir avoir plus d'espace, comme une sorte de sécurité ou de soupape de sécurité pour l'entité sioniste, et dans l'intérêt de l'entité sioniste que la région s'embrase. Est-ce que vous voyez que la région, petit à petit, justement, s'enlise vers ce scénario? C'est probable, mais nous savons bien que l'axe de la résistance, il faut dire dirigé par l'Iran, est très calculateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas des aventures qui ne sont pas calculées. Donc il faut tout calculer et chaque pays, comment il pourrait participer. À titre d'exemple, au Yémen, les Yéménites, ils n'ont rien à perdre. Je souligne, les Yéménites n'ont rien à perdre. C'est pour cette raison, ils ont... Non, ils n'ont rien. Justement, ils ont tout perdu avec la guerre. Voilà, le peu d'infrastructures a été bombardé, dites-oui, donc ils n'ont rien à perdre. Ils veulent vraiment cette guerre. Allez, venez vers Sanaa et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Le Liban, non. Le Liban, il y a un calcul très, très précis à l'intérieur du Liban. Le Liban se compose de plusieurs ethnies. Il y a des chrétiens, des maronites. Il y a qui sont contre le Hezbollah, il y a ceux qui sont contre l'Iran, contre la Syrie, il y a ceux qui sont pro-occidentaux, pro-américains, pro-français. Et nous savons bien que le Liban a traversé une guerre civile affreuse, atroce pendant les années 70. Donc, Hezbollah, il calcule bien, il a dit, Sayyid Hassan Nasrallah, dans son discours, nous avons vu la stratégie en global, notre position au Liban, on ne veut pas aussi impliquer des Libanais
que cette guerre ne les concerne pas directement, ou même peut-être sont contre les Palestiniens. Donc, nous, on a calculé, on a pris en considération les intérêts des Libanais, pas uniquement les intérêts de Hezbollah, dans la région et la stratégie générale afin de calculer toute réponse. Parce que Hezbollah, il veut garder quand même sa victoire historique contre l'entité sioniste au mois de juillet 2006. C'était une victoire historique. Tous les historiens militaires, politiques, on a bien vu cette victoire de Hezbollah. Il veut garder cette victoire, cette suprématie que la mythologie de l'armée israélienne invincible n'a pas tenu au mois de juillet 2006. Miloud Chenoufi, il y a aussi un autre aspect. D'ailleurs, vous en avez parlé au début. Au fait, finalement, l'entité sioniste, le gouvernement de Netanyahou, est en train de faire face à un véritable échec. Donc, faire durer d'abord les bombardements sur Gaza, parce que c'est vraiment du pain béni, c'est la soupape de sécurité pour que ce gouvernement se maintienne en place. Mais le fait d'étendre et d'aller bombarder ailleurs, est-ce que ce n'est pas justement un signe, un aveu d'impuissance et d'échec? Exactement. Maintenant, pour mieux le comprendre, il faut savoir quel est le paradigme idéologique sur lequel se situe cette version du sionisme qui anime les différents partis politiques qui forment le gouvernement israélien actuel. Alors, lorsque vous envisagez donc cet éventail de partis politiques au pouvoir, vous allez vous rendre compte que ce sont ceux-là même qui avaient tout fait pour que le processus de paix des années 90 s'effondre. Et alors, le paradigme qui génère toutes leurs idées, toutes leurs actions et toutes leurs politiques consiste à dire qu'il faut non seulement que les Palestiniens se définissent comme étant un peuple vaincu, mais il faut aussi que dans la région, l'idée même de la résistance ne soit plus quelque chose de valorisé ou de considéré comme étant sérieuse, une idée sérieuse. C'est la raison pour laquelle M. Sidawi a raison d'évoquer et d'insister sur cette question de l'axe de la résistance, puisque l'implication des États-Unis serait en fait donc de détruire l'Iran, de détruire le Hezbollah et laisser cette idée qui malheureusement a germé ailleurs dans la région, et nous l'avons vu, elle s'est exprimée à travers les processus de normalisation des relations diplomatiques entre certains pays arabes et Israël, laisser germer cette idée selon laquelle la cause palestinienne est une cause perdue, qu'il faut abandonner, et l'abandonner pour une alternative dans laquelle Israël dominerait la région sous le chapeautage des États-Unis. Donc voilà à peu près, si vous voulez... Un monde arabe très faible. Voilà à peu près le paradigme avec lequel fonctionnent les gens qui gouvernent Israël aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? C'est une autre affaire. Voilà. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Justement, on a l'impression, M. Miloud Chenoufi, vous le dites très bien, que tous les projets qui ont été concoctés à l'insu du monde arabe, en dépit des normalisations, n'ont pas abouti. En tous les cas, il semblerait qu'il y ait vraiment beaucoup de peine pour faire aboutir ces projets. Riyad Sidawi, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vous laisse le dernier mot de la fin de cette émission avant de clore, bien sûr. Et on parlait justement de l'échec successif de chaque plan qui a été établi par l'entité sioniste et leur allié les États-Unis, que l'entité sioniste cherche bien sûr à entraîner dans un bourbier. Moi, je pense que la résistance palestinienne... Oui, j'entends bien. Je pense que la résistance palestinienne a gagné sur tous les plans, sur le plan médiatique. Ces films et ces vidéos des opérations militaires sont 1000 fois plus crédibles que les vidéos et les images publiées et diffusées par l'armée israélienne où on voit rien du tout que des tirs. Et donc, la résistance a gagné la guerre médiatique, la résistance a gagné l'opinion publique mondiale. J'ai vu des centaines de milliers d'Européens et Américains qui se manifestent contre l'entité sioniste. Donc, a gagné aussi au plan militaire.
l'entité sioniste se venge contre les civils en tuant plus que 6 000 enfants, plus que 5 000 femmes, le total plus que 22 000 martyrs, plus que 50 000 blessés, en détruisant des églises historiques, 3 églises historiques à Gaza et plus que 300 mosquées, les hôpitaux, les écoles, les universités. On a bien vu la barbarie de l'entité sioniste face à une résistance héroïque du peuple palestinien. Merci beaucoup, M. Riyad Sidawi. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes président du Centre arabe de recherche, le CRAPS, à Genève. Merci beaucoup, M. Miloud Dechenofi, d'avoir été avec nous, professeur de relations internationales au Collège des forces canadiennes à Toronto. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.